Il faut un peu plus de 2 milliards de francs CFA au programme de mobilité des talents interafricains pour activer la phase de consolidation de ce programme. Nous en parlerons dans ce journal. Une loi sur la santé reproductrice pour booster la planification familiale. La question sera débattue lors des assises d'Abidjan le mardi prochain. De nombreuses personnes ont perdu la vie dans l'effondrement du toit d'une église évangélique dans le sud-est du Nigeria. Au moins 60 personnes. Madame, Monsieur, bonsoir. La campagne pour les législatives bat son plan dans tout le pays. Les candidats au Parlement affûtent leurs armes pour une opération séduction en vue d'amener le maximum d'électeurs à voter pour 38 440 électeurs qui vont donc élire leurs députés le 18 décembre prochain. Plus de 2 milliards de francs CFA pour financer la phase de consolidation des programmes de mobilité des talents interafricains. Une cinquantaine de personnes en ont discuté lors d'une rencontre initiée par le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Gabriel Zani était à cette rencontre des bailleurs de fonds, des représentants des organisations d'intégration du secteur privé et de l'administration publique. Il est un fait. Le passage de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples doit se faire par la libre circulation de travailleurs entre pays africains. Et ce serait répondre en partie au problème du chômage de jeunes cadres. Le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a convié les partenaires techniques et financiers du public et du privé pour les inviter à financer la phase 2 du programme de mobilité des talents intra-africains TMP. Une étape qui demande plus de 10 milliards de francs CFA d'investissement. Le succès des projets pilotes nous commande de poursuivre cette belle expérience. Il urge maintenant de passer à la phase de consolidation et pour ce faire, nous aurons besoin pour les 2 années à venir d'un soutien que nous estimons à un peu plus de 20 millions de dollars. L'étape 2 du programme de mobilité des talents intra-africains TMP est une phase de consolidation des acquis de la mobilité des travailleurs dans la sous-région. Elle est consécutive à la phase pilote dont font partie la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin et la Sierra Leone. L'étape 2 du TMP débute en 2017. Pour inciter les bailleurs, le ministre vante les mérites du programme. Porteur d'espoir parce que si la mobilité est mieux encadrée, nous pourrons limiter la fuite des cerveaux vers d'autres continents et freiner un tant soit peu l'immigration irrégulière, un des plus grands fléaux du moment. Le TMP est une solution d'avenir, poursuit Ali Koulibaly. La cohésion sociale dans nos États, leur stabilité passe nécessairement par la résolution de la question de l'emploi. En 2050, 450 millions de jeunes seront à la recherche d'un emploi. Les jeunes Africains en demanderont plus. Un forum économique s'est tenu à Abidjan, un forum de haut niveau entre entrepreneurs ivoiriens et américains en vue d'accroître le niveau des échanges investissements entre les deux pays. Tout cela a été organisé par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Le reportage de Lansine Bakayoko. Ces entrepreneurs américains cherchent des opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire ne manque pas d'atouts. Depuis 2012, la Côte d'Ivoire est en pleine relance économique. Il y a de nombreuses opportunités d'affaires dans quasiment tous les secteurs d'activité. L'agrobusiness, l'agriculture, les infrastructures, l'industrie, l'énergie, la santé, l'éducation, le transport terrestre, maritime, ferroviaire, aérien, les services, le tourisme, les TIC, etc. Il s'agit de créer un partenariat beaucoup plus dynamique entre les deux pays. En effet, les États-Unis représentent l'un des plus grands marchés d'exportation du cacao ivoirien. Et au regard des perspectives, cette tendance a besoin d'être améliorée. Dans une économie qui croît à plus de 8% par an, nous encourageons les entreprises à chercher ardemment un partenaire ivoirien, car nous croyons que le marché ivoirien mérite un investissement valable.
Pour mieux accueillir les opérateurs économiques dont la contribution aux investissements a été de 60% de 2013 à 2015, des réformes ont été initiées. Le renforcement du partenariat entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire devra se traduire notamment par des partenariats publics-privés, mais surtout privé-privé, en vue de l'accélération du transfert de technologies et la création de chaînes de valeur locales compétitives. À ce jour, le nombre d'entreprises américaines présentes en Côte d'Ivoire est de 15. Ces groupes opèrent essentiellement dans l'agro-industrie, la finance et les nouvelles technologies. Paul-Bénédicte Bolutagro de Radio Yopougon a remporté le prix du Super Ebony 2016 lors de la 18e Nuit des Ebony. Et c'était à Yamoussoukro, le nom des journalistes qui ont raflé les autres prix avec Malika Koulibaly. Pour cette 18e édition des Ebony, c'est elle la gagnante. Paul-Bénédicte Bolutagro est le Super Ebony 2016. Après avoir raflé 4 prix, dont 2 prix sectoriels, c'est sur elle que le choix du jury s'est porté. Une première dans l'histoire de ce prix qui n'avait jusque-là pas été attribué à un journaliste de radio de proximité. On a pour habitude de dire dans nos rédactions que c'est un métier ingrat, mais aujourd'hui on constate que c'est tout autre chose. Merci à tous mes collègues, sans exception, qui ont cru. La première fois que nous avons fait ce concours, nous avons été nominés, mais nous n'avons pas gagné de prix. Ils nous ont demandé de récidiver ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, nous sommes Super Ebony. On ne dira pas que c'est un rêve, mais c'est un rêve qui s'est réalisé. En plus de la Super Ebony, plusieurs autres journalistes ont été primés. À la RTI, Michel Digré qui a raflé le prix du meilleur journaliste télé. Marie Longoran a quant à elle, pour la 2e fois consécutive, glané le prix spécial Canal+ du meilleur présentateur télé. Serge Koléa, en plus du prix spécial du droit de l'enfant, a été consacré aussi meilleur journaliste culture avec le prix spécial Zadi Zaoro. Ange Kouadio de Radio Côte d'Ivoire a reçu le prix spécial pour la lutte contre le travail des enfants. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie, parmi lesquelles le parrain de cette édition, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Beaucoup d'émotions, félicitations, Madame la ministre, avec votre inspiration. Je voudrais en tant que parrain ajouter à ce prix une enveloppe de 5 millions de francs CFA. Ahmed Bakayoko a appelé les journalistes à plus de professionnalisme. Notons que la Super Ebony 2016, en plus des 5 millions du parrain, gagne un terrain viabilisé d'une valeur de 13 millions de francs CFA. Une loi sur la santé sexuelle reproductrice pourrait booster la stratégie en faveur de la planification familiale, ce qui pourrait aussi permettre aux jeunes d'avoir une vie sexuelle responsable. Le réseau des champions en plaidoyer pour le financement adéquat de la santé en Côte d'Ivoire va défendre ce projet de loi dans 2 jours. Ces dernières décennies, un consensus international s'est dégagé autour de l'importance de prioriser la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes afin d'atteindre les objectifs de développement. Mais en Côte d'Ivoire, il n'existe pas encore de loi sur la santé sexuelle et reproductive. Nous avons constaté que la loi qui régit la santé de la reproduction en Côte d'Ivoire date de 1920, une loi française, qui n'est même plus appliquée en France, donc qui ne tiennent pas compte de nos réalités. Nous sommes l'épicentre, j'allais dire, de cette loi-là, pour que cette loi-là existe au niveau de la Côte d'Ivoire. Et pourtant, un test fixe l'âge minimum au mariage en Côte d'Ivoire à 18 ans pour les femmes. Celui sur la santé sexuelle et reproductive est très attendu. Nous voulons que cette loi prenne en compte, n'est-ce pas, les droits des femmes, les droits des jeunes, et puis qu'elle tienne compte de la disponibilité en produits contraceptifs. Mais déjà, l'AIBF, l'UNFPA, le réseau de champions en plaidoyer pour le financement adéquat de la santé en Côte d'Ivoire et le programme national de la santé mère-enfant seront présents au rendez-vous d'Abidjan. Ils saluent les actions du gouvernement qui visent à faire en sorte que les jeunes mènent une vie sexuelle responsable et en toute sécurité.
le partenariat de Ouagadougou qui vient faire sa 5e conférence chez nous. Pour nous, réseau, c'est une opportunité de soulever cette question. Nous voulons qu'une ligne soit dégagée comme l'année dernière. Bien Dieu merci, le gouvernement a fait beaucoup, il faut les féliciter. Ça nous a aidés. Mais si une ligne peut être dégagée, pour que la Côte d'Ivoire ait ses produits contraceptifs et que les partenaires viennent nous appuyer, nous pensons que nous pouvons atteindre nos objectifs qui est de 36% d'ici l'an 2020. Aujourd'hui, nous vous remercions, Madame la Ministre, d'avoir porté la contribution du gouvernement à hauteur de 30 millions à 400 millions de francs CFA pour l'acquisition de produits contraceptifs. Ça, c'est bien, nous la félicitons. Nous souhaitons qu'on puisse augmenter davantage. Parce que le contenu de cette charge contraceptive s'élève environ à 1,5 milliard. Promouvoir la contraception, c'est garantir un meilleur avenir des jeunes. C'est le sujet au cœur de la 5e réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou. Plusieurs campagnes ont été menées pour venir à bout des violences faites aux femmes, des jours d'activisme qui vont permettre d'opérer un changement de comportement. Le conseiller technique chargé du genre au ministère de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant était sur le plateau du magazine du dimanche pour en parler. Écoutons Yacouba Doumbia. En 2015, nous étions à 1323 cas de violences basées sur le genre. Aujourd'hui, en décembre 2016, nous sommes à 578 cas de violences basées sur le genre. C'est au niveau des violences perpétrées contre les femmes que nous recevons et que nous collectons. Mais au niveau du ministère de la Défense, au regard des cas qui ont été traités, nous sommes aujourd'hui à un seul cas de violences perpétrées par les éléments des forces de défense et de sécurité. Alors la situation, à mon sens, s'est améliorée. Les données aujourd'hui traduisent du progrès qui a été réalisé dans la lutte contre le fléau. C'est au niveau des statistiques, mais également au niveau national. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre dont la mise en œuvre a permis d'arriver à ce résultat. Alors la situation s'est améliorée, mais nous restons vigilants parce que les habitudes ont la peau dure. Et il faut augmenter de vigilance et augmenter également la collaboration entre acteurs. Nous sommes satisfaits de cette campagne parce que nous avons senti une symbiose entre l'État, les structures de l'État, les responsables, les autorités du pays et la société civile, accompagnés par le système des Nations Unies et les membres du corps diplomatique. Sachez que 14 pays réfléchissent sur la psychologie du travail à Abidjan, une initiative du réseau de psychologie du travail et des organisations des pays du Sud pour mieux accomplir la profession. Le reportage de Grassa Kando. Les psychologues des pays du Sud ou en voie de développement rencontrent des difficultés dans l'exercice de leurs fonctions. Entre autres, l'inaccessibilité aux bases de données et aux documents. Comment y remédier? Le réseau de psychologie du travail et des organisations des pays du Sud, appelé PTO Sud, est en congrès. Ce congrès vise plusieurs objectifs. D'une part, permettre un échange d'expériences, de pratiques, de connaissances. Deuxièmement, de partager en commun un ensemble d'outils, de connaissances, de méthodes. La rencontre réunit 14 pays. Les psychologues affichent leur volonté à apporter leur pierre à l'édifice. Leur rôle est capital. Le psychologue est à l'écoute des personnes qui rencontrent des troubles, handicaps, traumatismes, stress au travail. Au sortir de ce congrès, tous les participants, que ce soit les participants entreprises ou chercheurs, puissent nouer des collaborations, mettre en place des projets de recherche qui vont leur permettre de collaborer de sorte qu'en se retrouvant au prochain congrès, qu'on ait des résultats, qu'on ait des choses qu'on puisse proposer aux entreprises pour leur permettre de faire face aux difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Notamment les questions de recrutement, les questions de motivation au travail, les questions de gestion des conflits, les questions de gestion des ressources humaines de manière générale. Pour mieux accomplir leur profession, les psychologues des pays du Sud réunis en réseau demandent l'amélioration de leurs conditions de travail. Le PTO Sud a été créé en 2013.
Les menuisiers formés à l'utilisation rationnelle du bois, un métier qui demande de la dextérité, ils sont 60 et vont bénéficier de l'expertise italienne. Ami Sissoko. Nouveau quartier, site du groupement des menuisiers de la commune de Yopougon. 103 ateliers, environ 300 menuisiers et 200 apprenants. Ici, le bois est taillé sous toutes les formes, à la main ou à la machine. Le plus souvent sur des machines non conformes aux normes internationales actuelles. Lorenzo, expert en menuiserie, en fait l'expérience. On a les problèmes techniques. Je lui ai montré nos machines. Il dit que vraiment ça c'est des machines que eux-mêmes, chez eux, ils mettent ça à la ferraille, ça ils n'utilisent même plus. Bon, donc il faut moderniser en quelque sorte le métier. Moderniser le métier, améliorer les compétences et aptitudes des menuisiers en Côte d'Ivoire, un défi pour l'ONG internationale AFSI. Pour le relever, 60 formateurs en menuiserie sont formés à Abidjan par des experts italiens. Une manière de sensibiliser les utilisateurs du bois sur les bonnes pratiques de gestion durable et les dangers de la destruction du couvert forestier ivoirien. Ces menuisiers-là ont besoin d'être sensibilisés sur l'optimisation du bois pour une utilisation beaucoup plus responsable pour arriver à une utilisation beaucoup plus réglementée et rationnelle du bois. Anche noi siamo partiti da queste basi. La façon de travail, c'est différent ici qu'en Italie, soit à cause des machines qui sont différentes. On a remarqué qu'en Côte d'Ivoire, la forêt est en train de disparaître. Donc il faut souligner l'importance de la forêt, soit pour l'oxygène, soit pour la santé, mais soit aussi pour le bois, qui est une matière première très importante pour la Côte d'Ivoire. 5 jours pour maîtriser la gestion des stocks et magasinage, les techniques de transformation du bois et la sécurité sur le lieu du travail. On ignorait qu'avec même les chutes de contreplaqué, nous pouvons fabriquer des outils de protection sur les machines. On les utilise pour d'autres choses. Souvent même, on vend aux femmes pour aller faire le feu. Le monsieur a dit qu'en travaillant, on doit avoir des blouses fermées. On doit être dans les soucis sécurisés. Fermer les oreilles pour ne pas contacter des maladies. La forêt, notre richesse commune. C'est ce concept qui guidera les actions de l'ONG AFSI sur toute l'étendue du territoire. Après Abidjan, prochaine étape, Bouaké. 40 tonnes de produits pharmaceutiques contrefaits ont été incinérés par la cellule de prévention et d'intervention du Comité national de lutte contre la contrefaçon. Ces médicaments contrefaits ont été saisis à Guessabo, non loin de Daloa. Thérèse Tapé-Yoboué. Les produits contrefaits incinérés sont composés d'antalgiques, d'anti-inflammatoires, d'antibiotiques, de Viagra, d'anti-anémiques, tous d'origine et de conservation douteuse et non autorisés en Côte d'Ivoire. Ces produits contrefaits ont été saisis à Guessabo, dans la sous-préfecture de Zougoube. Ils sont estimés à 2 milliards de francs CFA. Le coordonnateur de la cellule de prévention et d'investigation a exhorté la population à collaborer avec le comité pour mettre fin à ce commerce illicite et dangereux. Dans ce lot de médicaments qu'on a eu à saisir, il faut dire que la majorité de ces médicaments n'ont pas une autorisation de commercialisation en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que ces médicaments ne sont pas reconnus dans les registres du ministère de la Santé, ce qui représente un grave danger pour la population. Et ces dangers-là, c'est quoi? C'est les insuffisances rénales. Le nombre de personnes qui ont des AVC, c'est-à-dire les accidents vasculaires cérébraux, ça a augmenté. Le nombre de décès, le nombre de malades dans la société, ça a augmenté. Le colonel, le jeune Babin, a appelé les bonnes volontés ainsi que le gouvernement à mettre à la disposition de la cellule des moyens conséquents pour lutter efficacement contre la contrefaçon et la piraterie. Le premier bataillon pilote projetable a formé pour le maintien de la paix et le chef d'état-major général a rendu visite à ce bataillon logé au sein de l'école des forces armées de Zambakro, à Boussanougou. Fouille d'une emprise, sécurisme au combat, instructions sur le tir sont entre autres les démonstrations auxquelles le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko a assisté lors de sa visite des installations du premier bataillon pilote projetable logé au sein de l'école des forces armées de Zambakro.
Accompagné par le général commandant les forces de l'ONU en Côte d'Ivoire, Soumeïla Bakayoko a pu s'enquérir du bon déroulement de la formation du premier bataillon projetable dans le cadre des missions des opérations de maintien de la paix. Une formation qui est faite au sérieux, et ça se sent dans les faits et gestes des hommes, la maîtrise de tous les mouvements élémentaires du soldat que nous avons vu avec eux, et en même temps des actions combinées pour exécuter des missions élémentaires. À la fin, bien entendu, ce sera plusieurs compagnies formées de cette façon qui vont constituer le bataillon projetable, le premier bataillon, et qu'on pourra, à la demande des Nations Unies, bien entendu, répondre, engager pour exécuter ces missions. Abordant dans le même sens que le chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire, le commandant des forces onusiennes en Côte d'Ivoire s'est quant à lui appuyé sur les effectifs engagés au sein de l'ONU, soit 120 000 hommes en fonction, 120 000 sortants et 120 000 autres en attente. Aussi s'est-il appesanti sur la rigueur que demande une participation à une mission internationale, celle de l'ONU. À l'issue de cette visite, la délégation des chefs militaires et les troupes prendront place dans la salle de conférence générale Mangou Philippe pour une série de témoignages d'officiers du bataillon sénégalais de l'ONUCI. 9e édition de la semaine de la promotion de la recherche ivoirienne. L'idée, valoriser le fruit des recherches des chercheurs ivoiriens en vue de favoriser le transfert des résultats de recherche aux opérateurs économiques et sociaux. Herman Niamien nous fait l'écho de la rencontre. 2 jours pour présenter le fruit des recherches des chercheurs ivoiriens à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Dénommée Semaine de la promotion de la recherche ivoirienne CEPRI, cette plateforme créée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vise à créer un cadre de rencontres, d'échanges et de partenariats entre chercheurs, inventeurs, innovateurs et utilisateurs potentiels des acquis des recherches. La communauté scientifique est à même d'accompagner l'émergence de la Côte d'Ivoire et de former des jeunes diplômés capables de créer leurs propres start-up et entreprises. Le thème de cette 9e édition de la Semaine de la promotion de la recherche ivoirienne est « Transfert de technologies et savoir-faire ». Il s'agit pour les initiateurs, à travers ce thème, de sensibiliser les pouvoirs publics et le secteur privé sur la contribution de la recherche au développement des activités de production et de développement économique du pays. La vitalité des activités scientifiques, technologiques et le niveau d'utilisation des résultats de la recherche dans l'appareil productif constituent des facteurs déterminants de la capacité de notre pays à assurer son développement socio-économique et l'amélioration de la qualité des conditions de vie de ses populations. Au cours de cette cérémonie, la ministre Liramata Bakayoko a également remis le prix des 2e et 3e de la Journée nationale de l'excellence. Outre la remise des prix, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a aussi visité les différents stands où était exposé le fruit des recherches des chercheurs et inventeurs ivoiriens. La génération Gbessi vient d'accéder au pouvoir d'État. La cérémonie de passation de flambeau s'est déroulée en présence d'une délégation ministérielle avec à sa tête la ministre Kandia Camara, la ministre qui leur a demandé de s'inspirer du modèle du vivre ensemble pour une cohésion sociale forte. Malika Koulibaly. C'est officiel. À partir de ce jour, c'est la génération Gbessi qui va présider aux destinées du peuple de Mopoyem. Pendant 8 années, cette classe d'âge doit assurer la sécurité et la pérennité de son peuple. Nous avons reçu du pouvoir les Mborma. Nous allons continuer ce qu'ils ont entrepris. Mais notre priorité, c'est de faire en sorte que ce village soit entièrement loti et que nous avons près de 200 jeunes qui cherchent, qui veulent construire. Les nouveaux gouvernants consacrés, la ministre Kandia Camara a pris la parole. Représentant le président Alassane Ouattara, elle a invité les Gbessi à prôner au cours de leur législature le vivre ensemble, clé d'une cohésion sociale durable. Cette fête s'inscrit pleinement dans la dynamique de la nouvelle vision de la promotion du patrimoine culturel tel que voulu et pensé par son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. La chefferie traditionnelle est chargée notamment de la valorisation des us et coutumes et de la promotion des idéaux de paix, de développement et de cohésion sociale. Manifestement,
la diversité, la pertinence et la symbolique des activités qui ont meublé cette cérémonie montrent bien que c'est un souci partagé. À cette belle cérémonie qui consacre le pouvoir d'une classe d'âge, Kondia Kamara a été faite fille de Mopoyem, membre de la génération Gbodjil Bado. Accompagnée de ses collègues de la cohésion sociale et des droits de l'homme, elle a offert au nom du chef de l'État des dons en espèces et en nature d'une valeur de 6 millions de francs CFA. Au moins 60 personnes ont été tuées hier dans l'effondrement d'un toit d'une église évangélique dans le sud-est du Nigeria. L'église organisait un rassemblement de fidèles et selon les médias locaux, le toit de l'église était encore en construction lorsqu'il s'est effondré sur la foule. Le double attentat qui a frappé le cœur d'Istanbul et fait au moins 38 morts a été revendiqué aujourd'hui par un groupe radical proche du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Les autorités istanbouliotes ont annoncé avoir interpellé 10 personnes. Il s'agit d'une attaque terroriste qui visait clairement les forces de police anti-émeute, selon le vice-premier ministre turc. En Gambie, après avoir rejeté les résultats de la présidentielle, l'APRC de Yahya Jammeh a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche son intention de suivre les recours légaux de la contestation des résultats devant la Cour suprême. Cette nouvelle posture est pourtant en contradiction avec la déclaration vendredi soir de l'ex-président qui exigeait l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle. Coup de théâtre en Gambie, victoire à la présidentielle de l'opposant Nana Akufo-Addo au Ghana, démission de Matteo Renzi à la tête du Conseil italien, procès de Dominique Ongwen, figure majeure de l'armée de résistance du Seigneur et condamnation de l'ancien ministre français du budget Jérôme Cahuzac à 3 ans de prison ferme. Bref, faisons un tour dans le monde avec cette sur 7, Sidonie Davila. Sans surprise, Manuel Valls a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle ce lundi. Une annonce qui intervient 4 jours après le renoncement de François Hollande à briguer un second mandat. Manuel Valls a dans la foulée démissionné de ses fonctions de Premier ministre pour se préparer pour la primaire de gauche. Il devra affronter d'autres ex-collaborateurs de François Hollande tels que Arnaud Montebourg et Benoît Hamon. 11 ans après l'émission de son mandat d'arrêt, Dominique Ongwen, figure majeure de l'armée de résistance du Seigneur, LRA, est jugé depuis mardi devant la Cour pénale internationale. Il doit répondre de 70 chefs d'accusation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité pour son rôle dans la milice qui a, selon l'ONU, massacré plus de 100 000 personnes et enlevé plus de 60 000 enfants dans le nord de l'Ouganda en 2004. Après le rejet par référendum de sa réforme constitutionnelle, Matteo Renzi a aussitôt annoncé sa démission de la présidence du Conseil italien mercredi. Une démission acceptée sous réserve par le président de la République italien, Sergio Mattarella, qui a invité le chef du gouvernement démissionnaire à assurer l'intérim à la présidence du Conseil le temps de la formation du prochain gouvernement. L'ancien ministre français du budget, Jérôme Cahuzac, a été condamné jeudi à Paris à 3 ans de prison ferme sans aménagement de peine pour fraude fiscale et blanchiment. Il écope également d'une peine de 5 ans d'inéligibilité. Son ex-épouse, Patricia, a elle été condamnée à 2 ans de prison ferme. Jérôme Cahuzac a fait appel de ce jugement. Nana Akufo-Addo, c'est le nom du nouveau président du Ghana. Le chef de file de l'opposition a remporté l'élection présidentielle dès le premier tour avec 53,3% des voix contre 44,4% pour le président sortant John Dramani Mahama. Dès l'annonce des résultats par la commission électorale vendredi soir, le président sortant John a appelé son successeur pour le féliciter. Contre toute attente, Yahya Jammeh rejette les résultats du scrutin présidentiel une semaine après avoir reconnu sa défaite. Dans une déclaration télévisée vendredi, le président sortant a accusé la commission électorale de fraude et ce de connivence avec Adama Barrow, l'opposant déclaré vainqueur. Cette volte-face a été condamnée par le voisin sénégalais et l'Union africaine.
Nouvelle tractation diplomatique pour tenter de sauver Alep. Samedi, les représentants de 10 pays soutenant l'opposition syrienne se sont réunis à Paris pour envisager des solutions devant le chaos qui se joue à Alep. En marge de cette réunion, militaires et diplomates russo-américains se sont retrouvés à Genève. L'Assemblée générale de l'ONU, de son côté, a demandé de mettre fin au carnage en Syrie avec un cessez-le-feu immédiat. Au moins 22 personnes ont été tuées dans une explosion survenue ce dimanche près de la cathédrale copte Saint-Marc du Caire. L'attaque présumée, qui n'a pas été revendiquée pour le moment, selon les autorités égyptiennes, a également fait au moins 35 blessés. Fin de ce journal, portez-vous bien.